Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci de votre fidélité à notre rendez-vous santé qui deviendra, à partir de la semaine prochaine, un magazine d'une heure. Je souhaitais évoquer une maladie neurologique dont le seul nom fait peur, la sclérose en plaques, mais qui bénéficie actuellement de nombreux travaux de recherche, à l'origine de progrès considérables dans sa compréhension et ses traitements, et donc porteur de beaucoup d'espoir. Et pour faire le point sur cette maladie particulière dont elle est une des grandes spécialistes, j'ai le plaisir d'accueillir le docteur Caroline Papex, chef du service de neurologie générale à la Fondation Rothschild. Docteur Papex, bonsoir. Merci de votre présence dans nos studios. Bonjour Serge Rafal, merci de m'avoir invité et bonjour à tous nos auditeurs. Voilà, cette maladie, donc la sclérose en plaques, dont on va parler ce soir, est redoutée pour une triple raison. Elle touche le système nerveux central, en particulier le cerveau. Elle s'attaque à des sujets plutôt jeunes et elle fait courir le risque d'une complication redoutée, la paralysie progressive des membres inférieurs qui va obliger au fauteuil. Elle constitue d'ailleurs la première cause de handicap locomoteur non traumatique. Alors nous allons, grâce à votre expertise, partir à sa découverte en évoquant ses symptômes, son diagnostic, son évolution, et bien sûr les traitements qui lui sont actuellement opposés, en soulignant les nombreux progrès réalisés ces dernières années. Nous terminerons notre entretien par les conseils indispensables à prodiguer aux patients et à la famille pour mieux vivre cette affection invalidante. Tout à fait. Alors, c'est quoi la sclérose en plaques? C'est une maladie neuro-inflammatoire, dégénérative? C'est ça. C'est une maladie neurologique qui est chronique, qui aujourd'hui ne dispose pas de traitements qui permettent de la guérir. C'est une maladie avec laquelle les patients vont devoir composer toute leur vie. Donc il s'agit d'une maladie qu'on appelle auto-immune. Auto-immune, ça veut dire que les défenses immunitaires, qui généralement sont destinées à nous protéger contre les infections, les cancers, les allergènes, est détournée de sa fonction. Elle se retourne contre l'organisme. Elle se retourne contre l'organisme. Et là, contre un constituant de l'organisme bien précis qui s'appelle la myéline. Alors, c'est quoi précisément la gaine de myéline? C'est une gaine, c'est ça? Voilà, exactement. Alors, la gaine de myéline, en fait, c'est une gaine qui entoure les axones. C'est-à-dire qu'un neurone est composé d'un fil, comme un fil électrique, qui est l'axone. Et il est entouré, en fait, d'une gaine qui est composée de gras et de protéines, qui est comme un fil en caoutchouc autour du fil électrique et qui permet à l'information nerveuse, à l'influx nerveux, de circuler plus rapidement. Un neurone démyélinisé circule moins bien qu'un neurone myélinisé. Les influx sont plus lents ou sont complètement bloqués, c'est ça? Exactement. Ils sont plus lents, voire complètement bloqués. Alors, dans cette affection, les défenses immunitaires vont se diriger contre cette gaine et la détruire. Ils vont la détruire par morceaux, par endroits. Et c'est pour ça qu'on parle d'une sclérose en plaques, car ça va constituer des plaques de démyélinisation sur l'ensemble du système nerveux central, qui va ensuite aboutir à une cicatrice. Et c'est pour ça qu'on utilise le terme de sclérose. Donc voilà ce qu'il y a derrière ce terme qui, effectivement, comme vous le disiez, est un terme qui fait peur. C'est des cicatrices en plaques qu'on observe sur le cerveau et qui sont la conséquence de cette démyélinisation. Elle touche qui? J'ai dit dans mon lancement, la cible privilégiée est constituée par des adultes jeunes. C'est tout à fait exact. En fait, elle touche tout le monde. Mais elle a un âge de survenue qui est autour de 30 ans. Donc ça peut toucher des enfants, même des enfants jeunes. Rarement. Mais c'est très rare. Et plus on avance en âge, plus elle devient une maladie fréquente et avec un pic autour de 30 ans. Puis ensuite... C'est une maladie qu'on peut observer chez les personnes âgées? C'est une maladie qui peut se déclencher chez les personnes âgées, mais là aussi, c'est rare. Je dirais que la courbe d'incidence, elle est maximum autour de 30 ans à peu près. Elle va toucher préférentiellement les femmes. Il y a un sexe ratio, je crois, de 3, c'est ça? Exactement. Il y a beaucoup plus de femmes affectées par la maladie que d'hommes, et elles sont affectées... On sait pourquoi? On ne sait pas bien pourquoi. On ne sait pas bien pourquoi. On a constaté que c'était... Cette sexe ratio était le même partout dans le monde. Ce n'est pas propre à la France. Partout dans le monde, il y a une prédominance féminine.
comme pour les maladies auto-immunes en général. Quand on ne sait pas, on dit pour des raisons hormonales. Peut-être. Alors, ça a un sens, effectivement, d'évoquer les hormones, parce que finalement, quand on regarde le moment où cette maladie se déclenche, eh bien, c'est juste après les premières règles, et généralement, il n'y a plus de déclenchement après la ménopause. Donc, il y a quand même, effectivement, peut-être un environnement hormonal. On sait aussi que la grossesse peut influer un petit peu sur les manifestations de la maladie. Les symptômes de la sclérose en plaques, alors on dit qu'il existe deux formes, terme un petit peu compliqué, une forme rémitante, je crois, et puis une forme progressive, c'est ça? Oui, c'est tout à fait exact. On distingue deux grandes formes évolutives, c'est-à-dire que soit les symptômes vont s'installer sur quelques jours, à quelques semaines, persister pendant 1 ou 2 semaines, puis rentrer progressivement dans l'ordre spontanément, indépendamment de tout traitement reçu. Et donc, cette phase, on appelle ça une poussée. Donc, les choses rentrent dans l'ordre, et puis, Ça peut rentrer dans l'ordre avec une seule poussée. Ouais. La maladie peut se réduire à une seule poussée. Alors, pour parler d'une maladie comme la sclérose en plaques, il faut qu'elle soit chronique, c'est-à-dire qu'il y a au moins 2 événements. Hein, mais effectivement, il y a des patients qui ont la chance, entre guillemets, parce que c'est jamais la chance d'avoir cette maladie, mais à se réduire à 2 poussées. Ça, c'est tout à fait possible. Hein, mais le plus souvent, ce sont des événements qui vont se reproduire tous les 2-3 ans, sans rythme tout à fait précis, hein, c'est un peu erratique comme survenue, et qui va survenir donc tous les 2-3 ans. Et ça, c'est 80% en fait des patients qui font l'expérience de cette forme évolutive. Et puis, il y a 20% des patients qui vont avoir une forme évolutive tout à fait différente, c'est-à-dire que les symptômes vont s'installer de façon un petit peu plus lente, beaucoup plus insidieuse, sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois, mais ne vont jamais récupérer. C'est ça qu'on appelle la forme progressive. Donc on oppose la forme avec poussée et la forme progressive. Les symptômes donc sont variés et variables d'une personne à l'autre et d'une poussée à l'autre, semble-t-il. Vous avez très bien observé. En effet, aucun patient ne ressemble à un autre. Ça, c'est une première chose très importante pour les patients, de savoir qu'on peut bien sûr échanger avec des personnes qui ont la sclérose en plaques, mais personne ne va vous raconter la même histoire. Il y a des symptômes qui donc varient d'un individu à l'autre, et aucune poussée ne ressemble à une autre poussée chez un même individu. Alors ces symptômes, ça peut être, par exemple, d'avoir des fourmillements, des sensations désagréables à type de picotement, d'engourdissement dans un bras, dans une jambe, et qui vont persister comme ça de façon permanente pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, puis qui vont ensuite s'améliorer, éventuellement ressurgir quand on est fatigué. Il peut y avoir des symptômes moteurs, c'est-à-dire des difficultés à se déplacer, une jambe qui est raide. D'emblée, oui. D'emblée, ça peut arriver, ça peut se manifester comme ça, la maladie. Une jambe lourde, une jambe qu'on traîne quand on marche. On peut avoir un pied qui tombe et qui racle le sol. Donc des manifestations motrices, ça existe, ça peut inaugurer la maladie, mais le symptôme le plus fréquent pour inaugurer la maladie, c'est des symptômes visuels. C'est un œil qui se met à ne plus bien voir, aussi bien quand on porte des lunettes que quand on n'en porte pas, aussi bien dans l'obscurité que dans la pleine clarté, une gêne visuelle. Parfois, il y a même un peu des douleurs autour de l'œil, et c'est ce qu'on appelle une névrite optique. C'est l'inflammation du nerf qui conduit l'influx nerveux entre le globe oculaire, l'œil, et le centre de la vision qui est dans le cerveau. On a le sentiment que parfois il y a des symptômes qui ne sont pas neurologiques, et donc qui vont égarer le diagnostic. Vous avez tout à fait raison, et c'est ce qui conduit parfois à retarder effectivement le diagnostic. Le symptôme qui est le plus important, c'est les troubles urinaires, parce que on peut ressentir des envies pressantes, ou encore aller uriner plusieurs fois par jour. Plus de 6 à 7 fois par jour, ce qui n'est pas normal. Et c'est souvent mis sur le compte de grossesses passées chez les femmes. Et elles vont tolérer en fait cette gêne urinaire, cet inconfort, pendant de nombreuses années avant qu'il y ait d'autres manifestations pour consulter un neurologue. Il y a un autre symptôme comme ça qui est très difficile à identifier comme étant d'origine neurologique et à relier à la sclérose en plaques, c'est les vertiges. Des gens qui sentent le tournis, qui ont le tournis, mais ça peut être simplement l'oreille interne qui ne fonctionne pas. C'est très fréquent comme symptôme, mais ça peut aussi être une sclérose en plaques. Ces patients-là vont faire du porte-à-porte, là aussi. Exactement. Vertige, avant d'arriver chez le neurologue, vont voir plusieurs ORL. C'est tout à fait exact. Avant d'arriver chez le neurologue, les patients, généralement, ont vu 4-5 médecins, médecins généralistes, spécialistes, et qui sont obligés, et c'est une étape un peu obligatoire, c'est pas que les uns ou les autres n'ont pas fait de diagnostic, c'est que c'est comme ça
qu'on fait pour arriver jusqu'au neurologue. Voilà, mais le plus souvent quand même des signes neurologiques. Quand il y a des signes francs, effectivement, ils arrivent chez nous en premier. Ça touche combien de personnes, la sclérose en plaques en France? Alors, c'est une maladie assez fréquente, ça touche 100 000 personnes en France. On estime qu'en Europe, c'est 350 000 personnes. Et à travers le monde, Près de 3 millions, c'est ouais, ça? un peu moins, 2,5 millions, on dit. Et 5 000 nouveaux cas par an sont les chiffres. Hein. Tout à fait. Le nombre croissant des patients, c'est toujours la question rituelle. C'est parce que les cas sont plus fréquents, parce que les diagnostics maintenant sont plus rapides. Alors, je pense quand même que c'est essentiellement parce qu'on a aujourd'hui des outils pour faire un diagnostic de plus en plus précoce. Des critères diagnostiques qui permettent de faire un diagnostic dès la première poussée. Ça, c'est depuis 2017. Dans les critères précédents, il fallait attendre qu'il y ait des symptômes neurologiques. Donc, évidemment, il y avait un diagnostic qui nécessitait, après un premier événement, d'attendre parfois jusqu'à 2 ans et demi. Aujourd'hui, c'est réduit à quelques mois. Donc, il y a véritablement une performance aujourd'hui des outils diagnostiques qui va conduire à faire un diagnostic précoce et aussi à augmenter le nombre de patients qui ont une sclérose en plaques, puisqu'on dépiste parfois des gens qui n'auraient peut-être jamais été dépistés par le passé. On est dans le diagnostic, j'imagine, par l'imagerie, principalement. Alors, effectivement, c'est l'élément clé pour le diagnostic. Il n'y a pas de prise de sang qui dit c'est une sclérose en plaques, c'est vraiment l'imagerie. C'est vraiment l'imagerie qui va être l'élément déterminant. Alors, on s'aide parfois de la ponction lombaire, qui peut nous aider dans des cas un petit peu litigieux, mais vraiment, l'élément diagnostic, l'outil diagnostique, ce qu'on appelle le biomarqueur, le marqueur de la maladie, c'est l'IRM. Qui va montrer les lésions dont vous parliez tout à l'heure. Exactement. Alors l'IRM, elle va révéler en fait ces fameuses plaques sous la forme de brillances. On appelle ça des hypersignaux. Donc c'est des brillances qui apparaissent sur les coupes anatomiques qui nous sont rendues par les radiologues. Et ces surbrillances, en fait, elles sont au centre du cerveau, autour d'un espace qu'on appelle le ventricule, qui est une espèce de poche de liquide céphalorachidien, et puis également près du cortex, ou alors dans la substance blanche plus profonde. C'est des surbrillances qui sont uniquement dans la substance blanche. La substance blanche, c'est quoi? C'est la myéline. Quand il n'y a pas de myéline, c'est gris. Quand il y a de la myéline, c'est blanc. Et c'est là que se situent ces hyperbrillances. Les causes de la sclérose en plaques, alors on dit, docteur Papex, qu'il y a des facteurs génétiques et des facteurs environnementaux principaux. Vous avez évoqué tout à l'heure peut-être des causes hormonales, mais on a le sentiment que la génétique intervient quand même en partie. Et l'environnement, il y a un gradient géographique nord-sud, je crois, c'est ça ? Oui, tout à fait. Alors aujourd'hui, on n'a pas déterminé la cause de la maladie, on ne la connaît pas. Mais il y a effectivement une petite part génétique, alors pas au sens mendélien du terme, c'est pas comme certaines maladies génétiques que l'on connaît, comme par exemple la mucoviscidose, où on sait quel est le risque quand on est malade de transmettre la maladie à un de ses enfants parce qu'il y a un chromosome qui est touché. C'est pas du tout comme ça. On sait qu'il y a un petit risque que ces enfants aient une sclérose en plaques, quand on est soi-même porteur d'une sclérose en plaques, mais il est très, très faible. Il est, par exemple, beaucoup plus faible que le fait de fumer. Le fait de fumer augmente le risque de sclérose en plaques beaucoup plus que le fait d'avoir un parent atteint. Donc, il y a une part génétique, mais elle est relativement faible par rapport à l'environnement. Les facteurs environnementaux qu'on a identifiés aujourd'hui, c'est essentiellement le tabac, l'ensoleillement. Les gens qui prennent jamais le soleil, ils font plus de sclérose en plaques que ceux qui prennent le soleil. Le stock de vitamine D est différent. Ça, ce sont les deux éléments principaux des événements environnementaux. Après, il y a des choses chez l'animal, comme le régime riche en sel, mais ça a été montré chez l'animal, ça n'a pas été montré chez l'être humain. Donc, on ne peut pas être certain que ce soit un facteur de risque important. Et puis, un élément dont on a beaucoup parlé ces derniers mois, qui est l'EBV, qui est un virus. Epstein-Barr virus. Ouais, Epstein-Barr virus, qui se manifeste parfois sans aucun symptôme, et puis des fois qui donne des mononucléoses infectieuses. Eh bien, on sait que avoir été infecté par ce virus, c'est assez commun en fait d'être infecté par ce virus, ça augmente considérablement le risque. On dit plus que 32 fois par rapport à quelqu'un qui n'aurait pas eu l'infection pendant l'adolescence. Donc, une infection par la mononucléose dans l'adolescence augmente le risque de sclérose en plaques, bien plus que la part génétique des parents.
Et on parle encore de l'hygiène trop rigoureuse qui pourrait être responsable. J'ai vu Tout à fait. Alors des ça, études, il y avait une étude qui avait été réalisée en Israël d'ailleurs il y a quelques années. oui, bien sûr, c'est ce qu'on appelle dans la théorie hygiéniste, mais qui est une théorie qui est assez valable. C'est-à-dire que, en fait, on On pense... n'aime plus trop en médecine les théories hygiénistes. Non, on pense que peut-être le fait d'avoir été traité par antibiotiques précocement, le fait d'avoir été vacciné, d'avoir une bonne hygiène de vie, en fait, favoriserait en général, pas uniquement la sclérose en plaques, peut-être le développement des maladies auto-immunes. Ça a été dit pour l'asthme, ça a été dit pour d'autres maladies auto-immunes, ça a aussi été dit pour la sclérose en plaques. Mais aujourd'hui, ça fait partie des éléments, bien sûr, qui font partie de la discussion, mais pour lesquels on n'a pas de certitude. L'évolution de la maladie, j'en ai dit un mot au début. Alors, il peut y avoir une poussée, vous dites 2 poussées au moins pour le diagnostic, et vous disiez il y a les 2 formes. Or, les 2 formes sont d'évolution progressive. Alors Et oui, dans la une des formes s'appelle progressive, alors qu'elles c'est sont vrai que la toutes les 2. terminologie est trompeuse. Moi, je dirais qu'elles sont toutes les deux évolutives. Oui. Elles vont toutes les deux évoluer. Alors aujourd'hui, si vous voulez, le panorama a beaucoup changé parce qu'on dispose maintenant de traitements pour prévenir la survenue des poussées dans les formes dites rémittentes. Et donc, évidemment, ça a changé complètement le visage de cette maladie. Il y a des profils prévisibles. J'ai vu des papiers où on disait que peut-être le sexe masculin, l'âge inférieur à 37 ans, l'existence de lésions de la moelle ou l'intensité ou des nouvelles lésions sur un TEP qui est fait une année plus tard sont des éléments péjoratifs qui peuvent laisser penser qu'on est sur une évolution plus rapide. Alors c'est vrai que très rapidement, quand on fait ce diagnostic, on va essayer de regarder quels sont les facteurs dits de mauvais pronostic, c'est-à-dire pour lesquels il va falloir surtout mettre en route des traitements de très haute efficacité pour essayer de lutter contre la maladie. Et parmi ces éléments, comme vous dites, le sexe masculin est plutôt péjoratif, le fait d'avoir des lésions dans la moelle épinière est plutôt péjoratif, on le comprend, c'est là qu'est le handicap. Hein. On peut avoir 10 lésions dans la tête sans aucun symptôme, une lésion dans la moelle, on a un symptôme, c'est un tout petit organe, la taille des lésions fait qu'il y a toujours un symptôme. Donc, quand il y a une lésion de la moelle, on est toujours un petit peu plus préoccupé. Donc, il y a effectivement quelques signes comme ça, quelques éléments de ce type qu'on regarde attentivement pour choisir les traitements. Élément favorable dans effectivement l'ensemble de mauvaises nouvelles. L'espérance de vie de ces patients n'est pas réduite de façon significative. Oui, tout à fait. Alors, en fait, on ne meurt pas vraiment de la sclérose en plaques. Alors, on peut mourir des complications de la sclérose en plaques parce qu'il reste encore des formes très sévères pour lesquelles, malheureusement, les traitements n'ont pas permis d'endiguer le processus évolutif. Et pour les personnes qui sont allongées, qui ne peuvent plus se déplacer du tout, eh bien, il y a des complications qui sont liées à cette position, des problèmes de tension, des problèmes de peau, des problèmes d'infection, d'embolie pulmonaire, et qui peuvent conduire au décès. Donc oui, on peut décéder de la sclérose en plaques du fait de ces complications, mais sinon, l'espérance de vie pour les gens qui ne sont pas alités est tout à fait comparable à ceux qui n'ont pas la maladie. C'est pas une maladie mortelle. Les traitements, Dr Papex, ont beaucoup évolué. Beaucoup. Comme vous le disiez en introduction, il y a eu vraiment une révolution ces 20-30 dernières années sur le plan thérapeutique avec des traitements qui sont aujourd'hui très efficaces pour prévenir la survenue des poussées. Donc pas de poussée, pas de séquelles, c'est ça qu'il faut comprendre. Parce que toute poussée peut laisser des séquelles. Il y a à peu près 40% des poussées qui vont laisser une séquelle. Alors qui n'est pas forcément une séquelle très invalidante. Ça peut être de garder des fourmillements dans un pouce, dans un petit doigt, d'avoir une jambe un peu lourde quand on est fatigué le soir. Mais si on fait pousser sur pousser, ça va finir par s'accumuler et l'accumulation va aboutir vraiment à une invalidité. Donc, il faut prévenir ces poussées. Il faut empêcher qu'elles arrivent. Donc, aujourd'hui, on a des traitements. Et ça, c'est vrai que c'est quand même une révolution qui permet évidemment de transformer l'image de la sclérose en plaques, la vie des patients, bien sûr, qui aujourd'hui peuvent continuer à travailler, avoir une vie de famille, voyager, partir loin, parce qu'ils ont des traitements qui leur assurent un certain confort, parce qu'il n'y a pas de poussée.
Donc ça, c'est vraiment une transformation très importante. On a vu en médecine apparaître des nouvelles molécules. Alors le traitement des poussées, j'imagine que c'est de la cortisone comme c'était. Ça n'a pas bougé. Ça n'a pas bougé. Par contre, vous avez maintenant à votre disposition des immunomodulateurs, des immunosuppresseurs, peut-être les anticorps monoclonaux. Oui, tout à fait. Alors comme je vous le disais, comme il y a une espèce d'emballement du système immunitaire dans la sclérose en plaques qui est à l'origine de ces lésions de la myéline, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de calmer ce système immunitaire en le déprimant, en le modulant. Donc on utilise des immunomodulateurs, donc moduler l'immunité, des immunosuppresseurs, c'est-à-dire qu'on va diminuer drastiquement les cellules immunitaires qui sont responsables de la maladie. Et puis, on va utiliser des technologies un peu modernes, c'est des anticorps qu'on envoie par voie intraveineuse ou sous-cutanée vers ces cellules cibles. On va envoyer de l'ARN bientôt. Alors ça, c'est pas prévu, mais bon, rien n'est impossible parce que vraiment, le développement a été tellement important ces 20 dernières années que ça, c'est porteur d'espoir pour l'avenir, indiscutablement. C'est des traitements lourds, les immunomodulateurs, les immunosuppresseurs, il y a quand même des effets indésirables. Alors, la tolérance s'est quand même nettement améliorée, justement, sur les nouvelles générations de traitements, alors qu'avant, c'était vraiment un peu laborieux, c'était mal toléré, ça donnait des syndromes pseudo-grippaux, c'était vraiment pas pratique et très contraignant. Donc là, le plan des modalités de la tolérance est nettement amélioré et franchement, c'est beaucoup plus facile. Par contre, c'est des traitements qui sont un peu risqués. Donc, quand on déprime complètement le système immunitaire, on s'expose à davantage de risques infectieux. Donc, aujourd'hui, on maîtrise bien ces risques. Donc, on vaccine les gens avant pour éviter qu'ils aient des complications infectieuses. On suit ça de près. On suit la biologie. On regarde tout ça de près parce qu'on sait que c'est le risque principal des immunosuppresseurs. Ces médicaments, vous l'avez dit tout à l'heure, ne guérissent pas, donc pas plus que le vaccin contre le Covid ne prévient la maladie. Gros inconvénients quand même. Oui, c'est vrai que c'est des traitements suspensifs, c'est-à-dire que pendant qu'on les prend, tout va bien, puis quand on les arrête, ça repart. Les voies de recherche donc actuelles. Alors aujourd'hui, on n'est pas en train de développer un traitement qui va guérir la maladie. On a plusieurs pistes. Une fois qu'on est sur une maladie auto-immune, on ne sait pas l'arrêter. On ne sait pas l'arrêter. Alors, ce qu'on peut faire, par contre, il y a plusieurs pistes. Il y a effectivement la prévention des poussées. Mais quand il y a eu des poussées, on va essayer de réparer ce qui a été abîmé. Et c'est ça qui est une grande voie de recherche actuellement, c'est réparer les neurones malades. Et les neurones qui ont été abîmés, ils ont été abîmés parce qu'il n'y a plus de myéline. Donc, l'idée, c'est de remyéliniser. Et aussi parce que quand on est démyélinisé longtemps, l'axone, le petit fil électrique dont j'ai parlé tout à l'heure, il se détruit. Il est dénudé, il s'abîme. Voilà, il s'abîme. Donc du coup, on est obligé de protéger le neurone. Donc il y a deux autres voies qui sont la remyélinisation, les traitements de remyélinisation et les traitements de neuroprotection. Et ça, c'est les deux grandes voies de recherche qui sont développées aujourd'hui pour essayer d'améliorer finalement les séquelles, d'améliorer l'invalidité. Mais ça, c'est un programme de recherche qui est évidemment long et qui aujourd'hui n'a pas encore donné tous ses fruits et on porte beaucoup d'espoir dans ce développement. Donc en attendant, l'éducation thérapeutique du patient est très très importante, c'est-à-dire apprendre à vivre avec cette maladie qui va évoluer plus ou moins rapidement et prévenir aussi, entourer le patient et les familles. Tout à fait. L'éducation thérapeutique, comme vous le dites, c'est désormais accessible à tous au sein des hôpitaux, dans le cadre des réseaux et de coordination de soins. C'est important parce que l'éducation thérapeutique, elle s'adresse, comme vous le dites, au patient, mais aussi à son entourage. Et un patient, il doit être entouré par des gens qui savent, qui ont compris, qui ont accès à la connaissance sur la maladie pour que ça se passe bien. Donc, tout le monde est informé des traitements, aussi bien la famille que le patient lui-même. Et c'est très important, quand on manie des médicaments comme les immunosuppresseurs, d'être bien informé des risques, des attentes, à quel moment il faut réagir, est-ce que je dois continuer à le prendre, est-ce que je fais ma surveillance biologique. Et pour bien respecter la procédure du traitement, il faut être bien informé. Donc ça, c'est un premier point, c'est l'éducation thérapeutique. Mais il y a aussi dans l'éducation thérapeutique de l'information pure sur la maladie. Et notamment, un élément très important sur lequel je voudrais insister, c'est... Ce sera presque la conclusion de notre entretien. C'est qu'il est très important, en dehors des traitements médicamenteux, d'avoir une activité physique régulière. La meilleure façon de se porter bien,
c'est-à-dire de ne pas être fatigué, d'améliorer sa fonction musculaire, c'est d'avoir une activité physique régulière. Marcher, bouger, faire du vélo, essayer d'aller faire de la natation, courir quand on le peut. C'est très important pour garder une bonne condition physique, éviter qu'il y ait d'autres choses qui s'agrègent autour de la maladie et pour garder un bon potentiel musculaire. On arrive au terme de cet entretien. Il y a quelques années, vous aviez écrit un ouvrage chez Odile Jacob sur la sclérose en plaques. Si jamais vous deviez refaire ou réactualiser cet ouvrage, on s'apercevrait que ça a quand même beaucoup évolué. Oui, effectivement, quand j'ai réactualisé cet ouvrage, on était en 2016 et déjà, en quelques années, en 6 ans, c'est déjà encore une révolution. Donc il faudrait que je le réédite. Et vous viendrez nous en parler. En tous les cas, je vous remercie là, pour ce message qui est très informatif et qui est finalement positif sur cette maladie qui effraie effectivement l'ensemble de la population féminine. Vous l'avez dit, beaucoup plus fréquente chez les dames que chez les messieurs. Docteur Papex, je vous remercie beaucoup. Merci, Monsieur Rafal.